l'association France-Grande-Bretagne qui a pour ambition depuis 1916 d'entretenir et de relancer les relations cordiales, l'entente cordiale entre les deux pays. On en a eu bien besoin il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, tout a été fait pour que les choses redémarrent allègrement. Alors, cette association, donc, fait enfin, beaucoup de choses. Il y a tout un tas d'activités, des voyages. Nous avons ici quelques membres qui rentrent du Yorkshire, organisation assurée par Vera Rockmar, qui est un de nos membres et éminent. Visite d'exposition, voyage annuel, déjeuner, débat. Il y a tout un tas de choses autour de la culture britannique sous toutes ses formes. On parle peinture, musique, jardin, politique, beaucoup de choses. Et puis depuis 2022, nous avons mis sur pied une série de conférences en collaboration chaleureuse et étroite avec le Centre de recherche en civilisation britannique, dont John Mullen va vous parler dans un instant. C'est une coopération qui continue avec bonheur cette année dans le cadre de 6 conférences, la première ce soir, et en gros une fois par mois, et nous irons jusqu'au mois de mars 2024, et nous finirons sur une conférence consacrée au Pays de Galles. Alors, nous serons contents de vous voir si vous voulez nous rejoindre. Très facile, vous tapez Association France-Grande-Bretagne ou AFGB et vous aurez donc accès à notre site et vous serez les bienvenus, quels que soient vos intérêts, vos besoins et nous serons ravis de vous rencontrer à cette occasion. Merci. Voilà, donc moi je m'appelle John Mullen, je suis président du CRECIB. Alors le CRECIB, Centre de recherche en civilisation britannique, regroupe 200, à peu près 200, 210 chercheurs en France qui travaillent sur la Grande-Bretagne et les pays enfin le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth. Alors nous avons des experts en histoire, en études culturelles, en sciences politiques essentiellement. Et là, ce soir, je présente donc notre conférencier, c'est Virginie Poiron, qui est maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, qui a récemment été renommé Sciences Po Strasbourg. Vous avez dû le voir dans les journaux. Elle est aussi secrétaire adjointe de notre association de chercheurs de Récif et mon amie. L'ouvrage le plus récent qu'elle a co-dirigé a été justement avec Mélanie Torrent, The Commonwealth and the European Union in the 21st Century. Donc, tout un programme, le Commonwealth et l'Union européenne au XXIe siècle, donc décidément vers l'avenir. Mais elle a aussi beaucoup d'autres publications, par exemple, de Londres à Singapour, la longue marche du Commonwealth vers l'institutionnalisation. Et puis, j'ai noté un autre, le Canada pendant la crise rhodésienne, donc la crise lors de la formation de Zimbabwe. À Sciences Po Strasbourg, elle enseigne, entre autres choses, l'histoire du Commonwealth. Donc, nous sommes très contents et nous la remercions du travail qu'elle a fait pour préparer les conférences, alors que vous soyez dans la salle ou à distance sur Zoom. Bienvenue et je vais passer donc la parole à notre conférencier. Merci beaucoup. Donc, ce soir, nous allons parler du Commonwealth et nous interroger sur ce qu'il représente dans les relations internationales aujourd'hui. Tout le monde sait vaguement ce qu'est le Commonwealth. Le mot évoque l'Empire britannique, dont il est largement issu. Mais alors que l'Empire britannique, qui a depuis longtemps été démantelé, le Commonwealth est toujours là. Et il est même mis à l'honneur, il a même été mis à l'honneur lors du couronnement du roi Charles III. Donc, voilà. Et si on envisage le Commonwealth seulement comme l'héritier de l'Empire, il est assez difficile de comprendre exactement ce que signifie cette organisation. En même temps, ignorer le passé impérial du Commonwealth ne permet pas d'appréhender toutes les difficultés et les défis auxquels cette organisation internationale est confrontée. Une petite carte du Commonwealth, donc tous les États, les 56 États du Commonwealth moderne, donc organisation internationale. Alors, le Commonwealth est donc une organisation méconnue, y compris dans les pays membres du Commonwealth. En juillet 2009, la Royal Commonwealth Society
une organisation donc, non gouvernementale qui a pour objectif de promouvoir le Commonwealth et ses valeurs, a mené une enquête sur l'avenir du Commonwealth dans plus de 41 pays. Et donc cette enquête, qui s'intitule The Commonwealth Conversation, a révélé combien cette organisation était mal connue, voire inconnue. Donc très peu de personnes exprimaient de l'hostilité à l'égard du Commonwealth, mais la majeure partie des personnes interrogées y étaient tout simplement indifférentes. Par exemple, seulement un tiers des personnes interrogées étaient capables de citer une action ou une initiative du Commonwealth, et parmi celles-ci, la moitié mentionnait les Jeux du Commonwealth. Seulement la moitié des personnes interrogées savaient que la reine, à l'époque, était le chef du Commonwealth, Head of the Commonwealth. Un quart des Jamaïcains pensaient que c'était Barack Obama. Un Indien et un Sud-Africain sur 10 pensaient que c'était Kofi Annan, à l'époque secrétaire général de l'ONU. Donc la question du sens et de la pertinence du Commonwealth ne date pas d'aujourd'hui. La question se posait déjà au sein du gouvernement britannique dans les années 60. Où le chef de cabinet, le directeur de cabinet, Norman Brooke, avait écrit, je cite, « Quelle est la signification et la finalité du Commonwealth pour les années à venir? Quelles seront la fonction et la valeur sur le nouveau Commonwealth dans le monde moderne? Quels sont les liens qui unissent les membres entre eux ?» Là, on était en 1962. Le Commonwealth était là depuis longtemps et le Commonwealth moderne, issu de la déclaration de 1949, déjà bien installé. Donc, c'est une question qui se pose encore aujourd'hui, qui est toujours d'actualité. À quoi sert le Commonwealth et quels sont les liens qui unissent les membres entre eux? La particularité du Commonwealth est qu'il n'a pas été créé de toutes pièces. Il est le fruit d'une évolution, l'évolution d'une construction politique d'un autre temps, qui rend presque inévitable la conduite avec l'œil dans le rétroviseur. Et ça fait de s'interroger sur le poids de ce passé sur l'organisation actuelle. En 2009-2010, James Miles, qui est un professeur de Cambridge, qui a écrit un ouvrage sur le Commonwealth, Contemporary Commonwealth, disait « Je pense que le Commonwealth moderne est un heureux accident. S'il n'existait pas, il ne serait ni nécessaire, ni peut-être même possible de l'inventer. » Alors peut-être que le Commonwealth n'est pas nécessaire dans les relations internationales actuellement, mais le fait est qu'il fait preuve d'une incroyable résilience et il est toujours là en 2023. Et en plus, il s'offre le luxe d'accueillir de nouveaux membres, de les attirer. Donc on a eu le Togo et le Gabon qui sont rentrés dans le Commonwealth en 2022. Comment peut-on expliquer cela? Ce sont les questions que je vais tenter d'aborder dans cette conférence. Donc d'abord, on va passer par un petit aperçu historique, un petit peu nécessaire, sur le Commonwealth. Donc à l'origine, il y avait un empire et une révolution américaine qui a obligé très tôt le gouvernement britannique à imaginer des moyens de gouverner l'empire afin de le rendre plus durable. Donc à partir des années 1840, une politique de dévolution du pouvoir dans les colonies de peuplement a été expérimentée, donc au Canada notamment, mais ensuite étendue en Australie assez rapidement, dans les colonies australiennes. À l'époque, l'Australie n'était pas fédérée, le Canada non plus d'ailleurs, dans l'espoir de faire naître des nations qui, malgré leur spécificité locale, s'identifieraient plus largement comme faisant partie de la famille britannique et demeureraient ainsi loyales à l'Empire. Un empire devenu libéral qui leur permettait de s'autogouverner tout en les protégeant à l'intérieur d'un ensemble. Donc, le terme Commonwealth fit son apparition à la fin du XIXe siècle pour désigner l'Empire britannique lui-même, mais sous cette forme plus libérale. J'ai perdu ma citation. Si elle est là. Donc, le terme Commonwealth s'est mis à désigner cette relation particulière entre les colonies autonomes et l'Empire lui-même. La citation de Lord Rosebery, à l'époque Premier ministre en 1884 en Australie, est celle qui marque en fait le début de l'usage de ce terme. Est-ce que le fait que vous soyez une nation implique que vous devez vous détacher de l'Empire? Dieu vous en garde. Aucune nation, aussi grande soit-elle, n'a besoin de quitter l'Empire, car l'Empire est un Commonwealth des nations. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire compte 5 colonies autonomes
qui sont également appelés les Dominions. Donc le Canada, qui a été fédéré en 1867 comme un Dominion, l'Australie, 1901. Alors attention, ce sont les dates des fédérations. C'est-à-dire que les colonies australiennes, la Nouvelle-Galles du Sud, etc., étaient autonomes bien avant, dès les années 40-50. Pareil pour le Canada, hein, les provinces ont été autonomes aussi. Là, je parle vraiment des fédérations. La Nouvelle-Zélande, qui, bon, elle, a été reconnue comme Dominion en 1907, l'Union sud-africaine en 1910, et enfin, après la Première Guerre mondiale, l'État libre d'Irlande, 1921. Donc, la politique libérale mise en place par l'Empire posait la question de la cohésion de l'ensemble impérial et des relations que ces colonies allaient entretenir avec le gouvernement britannique. L'équilibre était assez difficile à trouver entre un Royaume-Uni soucieux de préserver l'unité de son empire et des nations autonomes qui entendaient de leur côté protéger leur autonomie politique contre toute ingérence impériale, voire qui faisaient pression pour élargir cette autonomie. Mais voilà, le tournant, c'est vraiment la Première Guerre mondiale, dans laquelle ces colonies autonomes ont été embarquées sans que leur Parlement ne soit consulté, et qui a renversé un petit peu le rapport de force, le Royaume-Uni étant obligé de leur accorder quelques concessions, ce qui fut le cas à partir de 1926. Donc les Dominions ont gagné le droit d'être consultés sur la conduite de la politique impériale pendant la Première Guerre mondiale, mais ils refusent, après la guerre, tout mécanisme institutionnel formel de gouvernance impériale qui aurait été susceptible de diminuer leur souveraineté dans les affaires locales. Donc la conférence de 1926, une conférence impériale, donc se réunissait pour discuter de l'avenir des relations interimpériales et tenta d'esquisser une solution de compromis et proposa la définition suivante. Il faut du souffle, hein, parce qu'elle est assez longue. Donc, nous faisons référence au groupe de communautés autonomes composées de la Grande-Bretagne et des Dominions. Déjà, on met dans la même catégorie la puissance impériale et les colonies autonomes. Ce sont des communautés autonomes au sein de l'Empire britannique, de statut égal, en aucune façon subordonnées les unes aux autres, dans quelque aspect de leurs affaires intérieures ou extérieures, que ce soit, mais unies dans une allégeance commune à la couronne et librement associées en tant que membres du Commonwealth britannique des nations. Donc cette définition proposée par le rapport Balfour est une définition un petit peu fourre-tout, qui avait l'avantage de pouvoir être interprétée selon les aspirations de chacun des membres de cette nouvelle communauté, comprenant le Royaume-Uni et les Dominions. Le rapport Balfour consacre également l'évolution de la relation entre les colonies autonomes vers une relation, et l'Empire, vers une relation multilatérale entre communautés égales en statut. Donc on passe d'une relation qui était jusque-là hiérarchique, une relation dans un empire, à une relation multilatérale où chaque entité a une voix égale à celle de ses partenaires. Oui, mais le rapport Balfour mentionne qu'on est bien au sein de l'Empire britannique. Donc on reste dans un cadre, dans un ensemble impérial qui va être tout entier contenu dans cette notion d'allégeance à la couronne, qui est également une condition pour être membre du Commonwealth. Donc les dominions demeurent constitutionnellement liés par la couronne au Royaume-Uni. Mais dans les faits, le type d'obligation ou de relation que ça engendrait était demeuré en fait bien flou et très peu défini. Le statut de Westminster, donc 1931, qui est la première loi qui vraiment officialise l'existence du Commonwealth, donc retranscrit les conclusions de cette conférence de 1926. Il abolit la loi qui permettait au Parlement britannique de légiférer pour un dominion dans quelques domaines que ce soit, y compris les affaires étrangères, sauf à la demande de ce dernier. Parce que tous les dominions n'entendaient pas forcément évoluer à la même vitesse. Chaque dominion gagne donc le droit de conduire sa propre politique étrangère et devient de facto totalement indépendant s'il le souhaite. Alors, l'État libre d'Irlande, l'Afrique du Sud, le Canada s'emparèrent assez rapidement de ces outils. L'Australie et la Nouvelle-Zélande mirent un peu plus de temps,
puisque les ministères des Affaires étrangères d'Australie a été créé en 1942 et celui de Nouvelle-Zélande en 1947. Et il définit la couronne comme, je cite, le symbole de la libre association du Commonwealth britannique des nations. Donc en fait, il ne donne pas une définition légale de ce qu'est cette allégeance à la couronne, mais il la définit simplement en termes symboliques. Ce qui signifie en fait que l'implication constitutionnelle de cette allégeance reste tacite, ouverte à l'interprétation de chacun des membres du Commonwealth. Donc pour le Royaume-Uni, évidemment, la couronne n'était pas divisible, donc il s'agissait bien d'une institution britannique à laquelle chaque dominion prêtait allégeance. Mais pour les dominions Australie, Afrique du Sud et Irlande en tête, soucieux d'entériner leur complète indépendance, la couronne ne pouvait être conçue que divisée, chaque dominion ayant sa propre couronne, et le titulaire était la même personne que le titulaire de la couronne britannique. Donc on voit bien l'ambiguïté qui s'est formée à ce moment-là sur le positionnement, sur les relations entre les membres de cette nouvelle communauté impériale. Mais l'allégeance à la couronne, après 1931, reste le dernier lien tangible unissant les membres du Commonwealth. Et la nature de ce lien reste floue. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, le Commonwealth a accueilli 3 nouveaux membres, l'Inde, le Pakistan et Ceylan, donc le Sri Lanka actuel, qui sont devenus indépendants en tant que dominion, donc en tant que monarchie constitutionnelle, et de ce fait membres du Commonwealth. Toutefois, l'Inde de Nehru annonce assez rapidement le souhait de devenir une république, tout en demeurant membre du Commonwealth. Donc la solution, une solution a été trouvée, parce que l'Inde étant membre du Commonwealth et ne l'a jamais quitté, elle a été trouvée en 1949 avec une nouvelle déclaration qui a été faite à Londres en 1940, donc en 1949, comme je l'ai dit, qui, comme le rapport Balfour, fut d'une certaine manière un modèle d'ambiguïté destiné à sauver les apparences d'un ensemble toujours uni par des éléments tangibles. Donc, la déclaration de Londres remplace pour l'Inde l'allégeance à la couronne par, je cite, la reconnaissance du roi en tant que symbole de la libre association des membres du Commonwealth et en tant que tel, le chef du Commonwealth. Je vous la mets en anglais parce que c'est la langue de bois assez caractéristique de ce type de formulation. Donc, cette déclaration esquisse une définition du rôle du monarque britannique en tant que facteur d'unité d'un Commonwealth composé de membres totalement indépendants et souverains. La déclaration de Londres crée d'ailleurs pour le monarque britannique un nouveau rôle, celui de chef du Commonwealth, sans pour autant donner aucune piste pour le définir, ce qui fera dire à ce pauvre George VI, what am I now as such. Donc c'était pour vous montrer l'abîme de perplexité dans lequel le roi lui-même était plongé sur cette nouvelle fonction. Donc, ce rôle n'avait pas un sens, on n'a pas donné un sens, il avait du moins le sens que chacun de ses membres voulait bien lui donner. Un rôle uniquement symbolique, mais présenté comme une évidence dans cette définition. De fait, ce rôle sera largement habité et façonné par Élisabeth II, qui l'occupa quasiment depuis ses débuts, puisqu'il a été créé en 1949 et Élisabeth II est devenue reine seulement 3 ans après, pendant 70 ans, au gré de l'évolution de l'organisation, et je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans ma présentation. Donc l'accent a été mis sur la personne du monarque et non sur l'institution qu'il représentait. La couronne n'est officiellement plus l'institution commune de chacun des membres, cette fois c'est officiel, qu'elle soit envisagée comme une institution interne, une couronne par dominion, ou comme une institution externe, la couronne comme institution impériale supranationale. Au lieu de ça, c'est le roi en tant que personne qui
devint la figure que les membres du Commonwealth devaient reconnaître comme patron ou comme sponsor de leur association. Autrement dit, un rôle purement externe à leurs institutions nationales. Donc les membres du Commonwealth, avec la déclaration de Londres, finalement, n'auront plus l'obligation d'être des monarchies constitutionnelles et de conserver le lien constitutionnel avec le Royaume-Uni. Le Commonwealth a 56 États membres actuellement et il compte encore aujourd'hui 15 royaumes. Ces royaumes du Commonwealth qui sont des monarchies constitutionnelles où Charles III est chef d'État. Mais représenté, sauf au Royaume-Uni évidemment, représenté par un gouverneur général qui est choisi par le gouvernement local. Donc il y a 8 États dans les Caraïbes, 3 dans le Pacifique et les 3 dominions originelles, ce que j'ai appelé dominions originelles, qui étaient l'Australie, ils n'aimeraient pas du tout qu'on les appelle comme ça d'ailleurs, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada. Et bien sûr le Royaume-Uni. Et tous les autres membres du Commonwealth sont des républiques ou des monarchies locales. Donc on voit vraiment que c'est une toute petite minorité qui a gardé ce système de royaume du Commonwealth et qui reconnaît le roi comme ayant un rôle dans leurs institutions. Donc on peut parler d'une survivance qui est d'ailleurs passablement contestée et même source d'embarras pour le Commonwealth et pour la monarchie également. Là aussi, je vais y revenir. À cause de cela, pour cela, la déclaration de Londres de 1949 est retenue comme étant le point de départ du Commonwealth moderne, mais vous l'aurez compris, c'est une vue d'historien, largement une vue d'historien, puisque le statut de royaume du Commonwealth restait quand même la norme en 1949 et l'est resté largement jusqu'aux années 60, puisque la plupart des colonies de l'Empire britannique sont devenues indépendantes en tant que dominions. Et le passage à la République venait après. Donc ça a été un formidable outil aussi de décolonisation. Quelle conclusion tirer de tout cela? D'abord, que l'évolution du Commonwealth s'est largement faite sous l'impulsion et la pression des dominions, Canada, Inde, Afrique du Sud, plutôt que sur l'initiative du Royaume-Uni. Les gouvernements britanniques se sont plus souvent adaptés ou se sont cédés aux revendications indépendantistes des dominions dans l'objectif avoué de conserver la cohésion de l'Empire et d'éviter d'humiliantes sécessions. Donc les dominions ont imposé l'égalité complète de statut entre eux et le Royaume-Uni. De l'autre côté, le Royaume-Uni, lui, a essayé de préserver les apparences d'un ensemble toujours dominé par lui, au moins moralement et symboliquement, notamment à travers la figure du monarque. D'où l'ambiguïté qui peut persister aujourd'hui d'avoir une organisation internationale à la tête de laquelle on a le chef d'État du Royaume-Uni. Et de 14 autres royaumes, certes, mais surtout du Royaume-Uni. Donc cette tension historique entre un Commonwealth défini comme symbole de l'indépendance, protecteur de la souveraineté de ses membres, d'une part, et un Commonwealth dont on suspectait que l'ancienne puissance coloniale veuille en faire un empire 2.0, n'a jamais totalement déserté les relations entre les membres du Commonwealth. Et cette relation ambiguë, cette situation ambiguë, a accentué les réflexes de défiance de la part des nouveaux États indépendants, soucieux de montrer au monde que être membre du Commonwealth ne signifiait pas se remettre sous la coupe du Royaume-Uni. Et c'est seulement en 1971 que l'organisation s'est dotée d'une déclaration de principe qui définissait la nature de la relation entre les membres, redéfinissait la nature de la relation entre les membres et des objectifs propres. Donc on voit quand même de 1949 jusqu'en 1961, le Commonwealth s'est fait. Le Commonwealth c'était une évolution d'une politique impériale et le résultat d'une négociation, d'une lutte de pouvoir entre les pays nouvellement indépendants et le Royaume-Uni. Alors, cet engagement associatif sur la base du respect de l'indépendance et de la souveraineté des membres fait partie des raisons pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, la création d'institutions propres au Commonwealth et surtout indépendantes de ses membres a toujours été soit accueillie avec beaucoup de méfiance, soit tout simplement rejetée. C'est ce que
ma deuxième partie, je vais vous montrer maintenant que le Commonwealth est une organisation qui est très peu structurée pour ces raisons historiques. Au niveau intergouvernemental, le Commonwealth est une organisation minimaliste dans laquelle chaque membre reste complètement souverain. L'organe principal, c'est le secrétariat général. Et là aussi, le secrétariat général a été quand même créé très tard, en 1965. Et jusque-là, jusqu'en 1965, c'était le Royaume-Uni lui-même qui assurait la coordination des relations entre membres du Commonwealth. Encore une belle occasion de brouiller la vision du Commonwealth après 1940. Donc la création du secrétariat fut l'objet, là aussi, comme je l'ai dit, d'une grande méfiance de la part des membres, cette fois y compris le Royaume-Uni, qui craignait que la nouvelle institution, le nouveau secrétariat général, ne prenne des décisions sous l'influence de la majorité des membres, puisque là, le Commonwealth avait grossi avec le processus de décolonisation, qui était désormais dominé par les nouveaux États indépendants. Le mémorandum et le secrétariat est la seule institution organique du Commonwealth intergouvernemental. Il n'y en a pas d'autre. Le mémorandum du secrétariat, je vous ai mis un petit extrait, est un monument de prudence destiné à encadrer de manière très très stricte l'action de cette nouvelle institution inédite dans l'histoire de l'organisation et la soumettre exclusivement à l'ensemble des membres afin qu'elle n'empiète pas sur leur souveraineté. Toujours ce souci de préserver la souveraineté et l'indépendance des membres. Et dans ce mémorandum, ce qui est très intéressant, c'est qu'en creux, on a une conception du Commonwealth qui est réaffirmée, à savoir le fait que le Commonwealth est une association, n'est pas une organisation formelle, c'est une organisation informelle. Par ailleurs, fait de l'hétérogénéité de l'organisation, le rôle du secrétaire général est conçu comme celui d'un facilitateur des relations, dont la vocation est de mettre, comme je l'ai écrit, de l'huile dans les rouages. Donc, il a un rôle administratif, mettre en œuvre des initiatives qui permettront d'atteindre les objectifs définis par les chefs de gouvernement, mais il a surtout un rôle de médiateur entre les États membres pour permettre de faciliter le dialogue et la compréhension entre les membres. Autre exemple du caractère très structuré et informel du Commonwealth, les rencontres au sommet et la manière dont elles se tiennent. On peut dire que l'organisation met en œuvre une diplomatie assez particulière, une diplomatie qu'on a souvent qualifiée de diplomatie de club, et dont l'origine remonte aux relations interimpériales de l'entre-deux-guerres. À partir des années 70, de nouvelles modalités furent mises en place pour préserver le caractère informel des discussions au sein du Commonwealth, malgré le nombre. En fait, voilà, on ne discute pas de la même façon à 8 et à 40. Donc, sous l'impulsion du nouveau secrétaire général, donc fraîchement créé en 1973, et du Premier ministre canadien Pierre Trudeau, le système de la retraite des chefs de gouvernement fut inventé. Il s'agit d'un moment pendant le sommet officiel, où les chefs de gouvernement se retrouvent avec leurs conjoints dans un cadre différent et surtout loin de tout média, et où ils n'ont le droit d'avoir avec eux qu'un seul conseiller. Donc, absence de médiation, évidemment, usage de l'anglais, puisque c'est quand même une caractéristique du Commonwealth qui n'a pas besoin d'interprète. On n'a pas de médiation. L'idée étant de faciliter les relations directes entre les chefs de gouvernement. Les discussions des retraites ne donnent lieu à aucun compte rendu et restent totalement secrètes. Donc, ces discussions ont prouvé leur efficacité pour rapprocher les points de vue divergents entre États et débloquer des situations dont certaines limites, évidemment, on n'a jamais pu, par exemple, même pendant les retraites, convaincre l'Inde et le Pakistan de s'entendre sur le Cachemire. Mais enfin, sur d'autres points, le Commonwealth a pu avoir des résultats, ce que soulignait l'ancien secrétaire général Frida Ramphal, qui disait, je cite, que les retraites ont été pour le Commonwealth l'occasion de tournant dans le processus de décision collective,
La déclaration de Gleneagles, dont l'objectif était d'interdire tout lien sportif avec l'Afrique du Sud de l'apartheid et les pays du Commonwealth. L'accord de Lusaka de 1979, aboutissant à un processus d'indépendance pour le Zimbabwe. Tous ces accords historiques ont été conclus lors de retraites, parfois avec peine, mais toujours dans un esprit de bonne volonté. On peut rajouter de nombreux exemples depuis, puisque là, Ramphal écrivait en 1990. Bien que moins longue aujourd'hui, la retraite des chefs de gouvernement est toujours au programme des sommets et constitue un moment important de ceci. Le Commonwealth, par ailleurs, fonctionne sur un mode associatif. Il n'est pas une organisation qui prend des décisions formelles ou collectives. Il ne vote pas. Tout se décide, fonctionne, plus ou moins, par consensus. Donc, les orientations du Commonwealth sont décidées par consensus à l'issue des discussions pendant les sommets. Et toujours le même secrétaire général du Commonwealth avait eu cette phrase qui était finalement assez juste et qui montrait bien où se situait le Commonwealth. Le Commonwealth ne peut pas négocier pour le monde, mais il peut aider le monde à négocier, participer à ce processus d'entente internationale. Et dernier exemple de cette réticence, voire cette impossibilité culturelle à mettre en place des structures organiques supranationales, la question de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. En 1991, les membres du Commonwealth ont renouvelé leur déclaration de principe, celle de 1971, pour insister sur l'importance de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. C'est la déclaration d'Harare de 1991, dont je vous ai mis un petit texte. Toutefois, les mécanismes pour arriver à faire respecter ces principes se sont heurtés à la réticence des États qui craignaient, là encore, une violation de leur souveraineté. D'ailleurs, on le voit un petit peu dans l'extrait que je vous ai mis. Democratic processes and institutions which reflect national circumstances. On voit bien que quand même, on essaie de se donner un petit peu de marge de manœuvre. Mais il n'empêche, le Commonwealth a tenté de mettre en place un système afin d'obliger les États membres à se conformer aux principes qu'ils avaient déclarés eux-mêmes. Mais en 2011, la majeure partie des membres du Commonwealth ont rejeté la création d'un commissaire, la poste de commissaire du Commonwealth à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'état de droit, au nom du principe de non-ingérence et du respect de la souveraineté. Pour la plupart des membres qui ont rejeté cette fonction, l'idée d'avoir un organe supranational qui allait dicter la manière dont il devait se gouverner s'apparentait à une ingérence néocoloniale. Ici, dans le Commonwealth, c'est quelque chose qui a énormément de poids symbolique. Dans les années 90, pourtant, le Commonwealth s'était doté d'un mécanisme qui devait renforcer la capacité du Commonwealth à respecter ses principes et qui s'appelait le Commonwealth Ministerial Action Group, le CIMAG, qui était composé, lui, de 9 ministres des Affaires étrangères. Donc, ce groupe a été créé en 1995, mais ce groupe, par définition, était un groupe qui n'était pas une organisation supranationale, puisqu'il était composé de ministres, de représentants, en fait, des gouvernements. Par ailleurs, sa mission était extrêmement limitée, puisqu'il se limitait à condamner les alternances politiques non constitutionnelles. Donc, en gros, le renversement d'un régime par un coup d'État. On l'a vu récemment, le CIMAG a émis un avis négatif sur ce qui s'est passé au Gabon et a suspendu le Gabon du Commonwealth. Donc le Commonwealth a été quand même un des pionniers parmi les organisations internationales à mettre en place une structure visant à sanctionner ses propres États membres. Non, c'est assez courant, mais tout début des années 90, ça n'était pas si courant que ça. Mais malheureusement, cette institution est à bout de souffle. C'était la raison pour laquelle il avait été proposé de créer quelque chose d'un peu plus organique. Donc le CIMAG s'est largement récritiqué ces dernières années. Il n'est plus que, ça devient un peu l'ombre de lui-même.
Et on peut s'interroger sur le sens de défendre un régime comme celui d'Ali Bongo, juste pour condamner un coup d'État. Donc le fait que les membres du CIMAC ne soient pas indépendants des États contraint considérablement l'exercice de sa mission et nuit d'une certaine manière à la crédibilité du Commonwealth dans la défense de ses propres principes. Cependant, il est assez probable que la création d'un organe supranational comme le commissaire dont je viens de vous parler n'aurait pas fonctionné. Pas dans le Commonwealth, pas tel que le Commonwealth est structuré, parce qu'il aurait certainement conduit à une défection massive des membres qui se seraient sentis diminués et surtout la souveraineté aurait été contrainte. Donc on voit ainsi les limites dans lesquelles le Commonwealth peut agir, des limites qui sont héritées de l'histoire, de son histoire, qui contraignent sa capacité d'action, voire sur certains aspects sa crédibilité. Donc, toujours, voilà, la protection de l'indépendance, de la souveraineté des membres a certes freiné le Commonwealth pour développer des institutions propres, mais elle l'a également incité à devenir un acteur du développement international, et ce afin de renforcer la capacité économique et institutionnelle interne des États les plus vulnérables. Et ainsi que leur capacité à agir sur la scène internationale. Je vais prendre deux exemples, les petits États, sur lesquels les Commonwealth a vraiment apporté une grande plus-value au niveau de la relation internationale. Il est devenu un pionnier, là aussi, de la défense des petits États et la reconnaissance de leurs spécificités. Le Commonwealth comporte 56 États, 33 entrent dans la catégorie de petits États. Et rien qu'entre 1978 et 1984, ce sont 12 petits États entre un territoire britannique et l'outre-mer qui ont rejoint le Commonwealth, qui sont devenus indépendants et ont rejoint le Commonwealth. Donc un petit État se définit par un État dont la population est inférieure à 1,5 million d'habitants, mais ça ne suffit pas. En fait, le Commonwealth a rajouté un certain nombre de critères qui font que certains États, dont la population est légèrement plus nombreuse, partagent ces mêmes caractéristiques, telles que le Botswana, par exemple, qui a un petit territoire vierge, puisqu'il est quasiment entièrement composé de désert. La Jamaïque, qui est une île, etc. Le Lesotho, qui est enclavé dans l'Afrique du Sud. Donc, la Namibie, pareil, c'est la même chose que le Botswana, un État avec un territoire qui est largement fait de désert. Et le Commonwealth, non plus. Okay. Donc 42 États dans le monde relèvent de cette catégorie. Donc le Commonwealth est vraiment rassemble la majeure partie finalement des petits États du monde. Donc comment négocier à armes égales avec les grandes puissances économiques quand on ne représente qu'une poignée de personnes, quand le territoire est si petit qu'il est complètement dépendant de sa connexion aux échanges mondiaux. Donc la petitesse d'un État crée une vulnérabilité particulière parce qu'elle limite sa capacité à rebondir. Pour des causes multiples, hein, le manque d'expertise, faute d'individus à former, l'impossibilité de faire des économies d'échelle, la vulnérabilité géopolitique. On pense à la Grenade qui a été envahie par une intervention américaine en 1983, ou tout simplement la vulnérabilité climatique également. Comment faire renaître une économie quand toutes les infrastructures économiques de l'État peuvent être dévastées en 2 jours par un événement climatique. Le Commonwealth a vraiment travaillé pour montrer que ces États avaient une spécificité, une fragilité qui justifiait un traitement différencié. Donc, elle met en place un index de vulnérabilité fondé sur des critères que je viens de citer, donc en gros, géographie, démographie, degré de dépendance au commerce mondial, accès limité au financement pour le développement et l'impact disproportionné des catastrophes naturelles et du changement climatique. Dans les années 80, le Commonwealth a commencé à travailler pour aider ces États en particulier et a également ciblé ces programmes sur la construction de leur capacité à rebondir, de leur résilience, qui était la condition de leur survie dans la communauté internationale en tant qu'État indépendant.
Dans les années 90, le Commonwealth a également financé, ouvert un bureau conjoint pour les missions permanentes du Commonwealth aux Nations Unies à New York, dans lequel les petits États qui n'ont pas les moyens d'envoyer une délégation ou de financer un bureau pour héberger leur mission diplomatique aux Nations Unies puissent être représentés tout simplement dans les instances mondiales et faire vivre leur indépendance. De la même façon, le Commonwealth a également ouvert en 2011 un bureau des petits États à Genève afin de leur permettre également de négocier, d'avoir leur place dans les négociations à l'OMC. Et d'être représentés. Donc, dans ces bureaux-là, il n'y a pas que les délégations diplomatiques. Parfois, c'est simplement des experts du Commonwealth qui représentent ces États, parce que certains n'ont pas les moyens d'envoyer une mission diplomatique. Les experts aussi, le personnel du Commonwealth apporte son aide aux États également dans tous les domaines qui peuvent être abordés lors des négociations internationales sur place, donc santé, commerce, travail, etc. Parce que là aussi, il faut pouvoir payer des études, il faut pouvoir se renseigner, construire des dossiers pour pouvoir défendre ses positions. Et ça, un petit État n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc, le Commonwealth a mis en place des systèmes d'aide à la négociation. Il permet aux États, aux petits États en particulier, sans expérience diplomatique, nouvellement indépendants, comme c'était le cas dans les années 80 pour ces États-là, de participer dans de bonnes conditions aux négociations internationales. Le Commonwealth a également encourage les membres à faire des coalitions pour défendre leurs intérêts. Ça avait été le cas au début des années 70, ça n'a rien à voir avec les petits États, mais avec les ACP, l'Afrique, Pacifique, Caraïbes, pour la négociation des accords de Lomé. Où le Commonwealth avait aidé les États du Commonwealth à se coaliser pour avoir plus de poids dans leurs négociations avec la CEE après l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'organisation. Donc, le Commonwealth est devenu le pionnier de la reconnaissance des petits États. Et le prochain sommet du Commonwealth sera organisé dans les Îles Samoa en 2024. Donc, certainement, le thème retenu, donc, qui est déjà connu, mais je ne me souviens plus exactement lequel c'est, ce que c'est, mais on parlera des petits États et de la vulnérabilité, notamment de ceux-ci aux conditions environnementales. Ces programmes, donc le Commonwealth a mis en place également des programmes de coopération et de développement, mais ce sont des programmes à très petite échelle, qui sont financés via un fonds qui a été créé en 1971, le Fonds du Commonwealth pour la coopération technique, et qui est financé par les contributions volontaires des États du Commonwealth. Donc, ces programmes sont tout à fait modestes, toujours de portée très locale. D'ailleurs, plus de 60% du CFTC consacré à des programmes dédiés aux petits États. Et ils sont fondés sur essentiellement l'échange d'expertise et la formation. Donc, ça peut aller d'aide apportée à des micro-entreprises dirigées par des femmes ou des minorités, d'envoyer des experts pour aider, par exemple, des agriculteurs à reconstituer leur cheptel et redevenir compétitifs après une catastrophe naturelle. Ça peut aussi être des programmes plus politiques, de renforcement des institutions judiciaires ou démocratiques. Donc, ces programmes sont définis par ceux qui en font la demande, essentiellement les États d'ailleurs, et comportent toujours cette dimension d'échange. Donc, un juge, par exemple, ghanéen, peut être envoyé comme expert dans un autre pays du Commonwealth qui en fait la demande pour, par exemple, réorganiser la justice dans le pays, former des magistrats, lutter contre la corruption, etc. Donc, ces projets sont à très petite échelle, comme je le disais. Ce sont des projets utiles, ce sont des projets de niche, qui passent habituellement sous les radars des grandes organisations internationales. Donc, une organisation internationale globale qui mène ce type de projet. Et l'accent mis sur les échanges de professionnel à professionnel est également de nature à créer du lien entre les États du Commonwealth et aussi entre les administrations, entre les peuples, des échanges de bons procédés. Donc, ces initiatives, malheureusement, sont
visible, elle ne contribue pas beaucoup à la connaissance du Commonwealth et à sa visibilité comme acteur du développement. Et qui plus est, elle traverse une crise très importante actuellement. Et j'en viens aux moyens financiers dont dispose le Commonwealth. Le budget du Commonwealth est absolument ridicule par rapport à la taille de l'organisation, une organisation internationale mondiale. Là aussi, reflétant l'absence de volonté de structurer l'action du Commonwealth. Il y a 3 postes budgétaires. Le budget du secrétariat général, donc le budget du fonctionnement, représentation, coordination des programmes, etc., qui est financé par les contributions obligatoires des États membres. Il y a le budget, donc le fameux fonds du Commonwealth pour la coopération technique dont je viens de parler, qui est financé par des contributions volontaires des États. Et les plus gros donateurs sont les Royaume-Uni, l'Australie, l'Inde. Et il y a un autre programme dont je ne parlerai pas, mais qui a été détaché pour être sanctuarisé du budget du secrétariat général, qui est le programme du Commonwealth pour la jeunesse, qui est également financé par des contributions obligatoires. Le problème, c'est que ce budget, il est ridicule. Comme je disais, pour 2022, le budget du secrétariat, c'est 32,3 millions de livres. Si on prend le budget de l'Official Development Assistance du gouvernement britannique, on est à 12,7 milliards. Pas du tout dans les mêmes genres de chiffres. Le budget du Fonds pour la coopération technique, de 16,2 millions de livres, dont 11,6 millions issus des contributions volontaires des États membres. Donc, et par ailleurs, en une décennie, on a assisté à une baisse spectaculaire des contributions volontaires au CFTC, puisque en 2012-2013, le montant des contributions volontaires était de 31,6 millions de livres. C'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup plus que ce que je sais maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, que le budget chroniquement bas du Commonwealth ne lui aurait pas permis de mettre en œuvre le programme de développement, même à petite échelle, sans rechercher des partenariats stratégiques sur chacun de ces programmes. Donc, de travailler avec des ONG, des acteurs privés, d'autres organisations internationales, d'autres États, etc. Ça fait partie des missions du Commonwealth, du secrétariat général du Commonwealth. Ensuite, depuis une grosse décennie, un peu plus même, les gros donateurs ne soutiennent plus les programmes de coopération multilatérale estampillés Commonwealth. Ils préfèrent des contributions plus directes et identifiables qui permettent de tracer le donateur et voire de l'impliquer et lui donner d'ailleurs une certaine marge de manœuvre dans la définition des objectifs. Ainsi, la tendance chez les États membres, en particulier les gros donateurs, je disais, c'est plus de contribuer à faire du Commonwealth un acteur du développement, mais d'en faire un vecteur par lequel ils pourront choisir de soutenir des initiatives et influencer ainsi l'orientation ou les thèmes de l'action du Commonwealth. Donc, on a une sorte de partenariat gagnant-gagnant qui est en train de se mettre en place, puisque d'un côté, l'engagement de l'État en question est visible, de l'autre côté, le Commonwealth peut continuer d'agir et de dire, voilà, c'est le Commonwealth qui permet cela, et de rester donc pertinent, même si son action perd de la marge de manœuvre donc, dans la définition dans son action. Si on prend par exemple le Royaume-Uni, le Royaume-Uni parce que c'est effectivement un des plus gros donateurs, donc le contraste est plus parlant, mais n'empêche. Il faut savoir que le Royaume-Uni, en 2018-20, sur l'exercice, sur ces 2 années-là, a investi 500 millions de livres sur des projets portés par des organisations non gouvernementales qui gravitent autour du Commonwealth. La contribution du Royaume-Uni au CFTC, c'est 4 millions. Donc on voit que là, on a vraiment une volonté d'être identifié comme étant un acteur du Commonwealth, comme contribuant à ce développement et à utiliser le Commonwealth finalement comme simple vecteur, un simple vecteur donc de l'aide. Et donc non seulement la contribution est publique, mais en plus elle peut aller donc dans le sens du soutien à certains principes du Commonwealth que le Commonwealth, en tant qu'organisation, ne parvient pas toujours à promouvoir. Donc c'est pour ça aussi que je parle d'un partenariat gagnant-gagnant, parce que le Commonwealth est un peu paralysé, notamment sur toutes les questions de droits de l'homme, démocratie, promotion des droits de l'homme, promotion des démocratie,
démocratie, promotion aussi des minorités, notamment sexuelles dans certains États du Commonwealth. Donc là, le Commonwealth peut rentrer en partenariat avec un des États du Commonwealth pour encourager le soutien à certains programmes qui sont initiés non pas par le Commonwealth, mais par des ONG ou par des organisations de ce type. Donc, dans un monde où le multilatéralisme est en recul, où l'intangibilité de la souveraineté étatique semble être de nouveau érigée en principe fondamental gouvernant les relations internationales, le Commonwealth dispose, du fait de son histoire particulière dans l'Empire, de ressources propres permettant de pallier le déclin de la coopération multilatérale. Et cette ressource propre, c'est le secteur informel non gouvernemental qui a toujours fait partie de l'ADN du Commonwealth. Donc, maintenant, voyons la partie transnationale du Commonwealth. Je vais aller un peu plus vite parce qu'il ne me reste pas énormément de temps. Donc, les gouvernements avaient, en même temps que le secrétariat, créé une fondation du Commonwealth en 1965. Donc, le Commonwealth ne se limite pas à l'organisation intergouvernementale représentée par le secrétariat. La fondation est au moins autant le Commonwealth que le secrétariat. Et cette fondation avait été créée sur une initiative britannique pour renforcer les liens qui existaient du temps de l'Empire entre les peuples, donc au niveau infra-étatique. Donc l'idée en 1965, c'était de contrebalancer l'éclatement induit par l'évolution du Commonwealth en une organisation strictement interétatique, et ce en renforçant les liens infra-étatiques dont beaucoup étaient déjà en place du temps de l'Empire. Donc l'idée de la fondation, c'est favoriser la mise en relation des individus, des peuples, et créer et renforcer la connexion à ce niveau-là. Donc la fondation, c'est d'abord établie comme une structure qui vise à coordonner l'action des associations professionnelles présentes dans tous les pays, et souvent déjà présente, comme je disais, avant les indépendances, favoriser les échanges, la diffusion de normes, de pratiques communes, afin de favoriser une certaine harmonisation de celle-ci pour encourager la coopération et les échanges entre les peuples. Elle s'est ouverte dans les années 70 aux ONG. D'abord, uniquement les associations professionnelles. Donc, vous avez l'association des architectes du Commonwealth, l'association des sages-femmes du Commonwealth, etc. L'association des juges du Commonwealth, des parlementaires du Commonwealth, etc. Donc, toutes ces associations ont été nourries et encouragées à tisser des liens et à créer des antennes, quand elles n'en avaient pas, dans les États du Commonwealth, afin d'entretenir cette connexion entre les peuples du Commonwealth au niveau infra-étatique. Donc, dans les années 70, je disais, sous l'impulsion du secrétariat général, la fondation s'est ouverte aux organisations non gouvernementales et à d'autres organisations de la société civile. Et la fondation a le statut d'organisation internationale depuis 1982. C'était au départ une association, une charity. Donc, il n'y a pas un, mais des Commonwealth, rien qu'avec ces deux organisations. Le Commonwealth fut ainsi, avec l'association, je suis un pionnier d'une certaine manière de l'association des acteurs non étatiques dans les relations internationales. Donc, la priorité du Commonwealth actuellement, c'est de développer, faire prospérer ces réseaux informels, infra-étatiques qui permettent aux nations de se connecter entre elles et de participer, du coup, à l'unité et à la cohérence de l'organisation, d'une organisation à laquelle il manque une structure, rappelons-le. Donc, c'est particulièrement vrai dans le secteur des relations commerciales, et c'est là d'ailleurs qu'on voit le fruit du travail de secteur professionnel depuis 1965. Depuis 2016, le secrétariat du Commonwealth a publié plusieurs rapports qui démontrent que les coûts des échanges commerciaux entre les pays du Commonwealth sont en moyenne inférieurs de 21% par rapport à ceux entre des pays tiers, et que les flux d'investissement sont en moyenne 27% plus importants que ceux qui circulent entre les pays tiers. Donc, c'est ce qu'on appelle l'avantage Commonwealth, l'avantage du Commonwealth. Et le rapport du secrétariat général indique, je cite, que cet avantage trouve son origine
dans le tissu historique des liens institutionnels et de gouvernance qui régissent le commerce, les échanges et l'investissement au sein du Commonwealth. Les acteurs industriels et commerciaux et des investisseurs bénéficient de systèmes juridiques et administratifs qui leur sont familiers, ainsi que des similitudes dans la façon de faire des affaires, dans les pratiques commerciales et dans la culture législative. C'est cette dimension d'un Commonwealth interconnecté à tous les niveaux, étatiques, infra-étatiques, qui aujourd'hui permet au Commonwealth de demeurer pertinent sur la scène internationale, malgré le déclin de son activité multilatérale et les difficultés qu'il a pu avoir à faire respecter ses principes par ses propres membres. Donc le Commonwealth fonctionne en réseau et c'est ce qui fait aujourd'hui sa force. Et d'ailleurs, ce Commonwealth qu'on appelait le Commonwealth non officiel, celui des ONG, des individus, des associations, etc., porte bien mal son nom maintenant, puisqu'il est totalement intégré au sommet du Commonwealth. C'est-à-dire que le sommet du Commonwealth, maintenant, il y a la réunion des chefs de gouvernement, la réunion des ministres, etc., au niveau ministériel. Mais vous avez aussi, depuis 1997, des forums où des membres de la société civile, des entrepreneurs, des ONG se réunissent. Et des représentants effectivement du Commonwealth intergouvernemental peuvent y participer, des fonctionnaires internationaux, des ministres qui représentent leur gouvernement, parfois les chefs de gouvernement, selon qu'ils souhaitent que l'État soit associé avec telle ou telle cause, selon qu'ils financent aussi telle ou telle initiative d'une ONG, mais on est vraiment dans l'idée qu'on donne une place dans les relations internationales à ces peuples, à ces personnes du Commonwealth. Donc vous avez 4 grands forums, le forum des femmes, le forum des jeunes, le forum des peuples qui là rassemble des représentants de la société civile, et le forum du commerce, le Business Forum, qui réunit des entrepreneurs, des acteurs du monde de l'économie, des associations professionnelles, etc., pour mettre en place des discussions sur les moyens de maximiser les relations commerciales à travers le Commonwealth. Les conclusions de ces forums sont d'ailleurs maintenant officiellement présentées aux chefs de gouvernement qui se réunissent souvent en fin de semaine. Donc, au début de semaine, vous avez les forums et à la fin de la semaine, la réunion des chefs de gouvernement. Donc le Commonwealth non officiel est quand même de plus en plus officiel. Et puis ces forums, on peut les retrouver aussi dans d'autres occasions de la vie du Commonwealth, notamment les jeux, typiquement. Le Business Forum qui a été organisé en marge des Jeux de Birmingham en 2022, donc on va parler, je voulais parler des jeux aussi, mais je n'aurai pas le temps de parler des jeux, mais le sport comme moyen de connecter les gens du Commonwealth entre eux est également important, mais il est important aussi que ces événements sportifs sont aussi l'occasion pour les différentes régions du Commonwealth de se connecter entre elles. Pour les acteurs du monde des affaires, en l'occurrence, puisque je prends l'exemple du Business Forum, des jeux du Commonwealth, de lier des partenariats et puis qui vont favoriser peut-être plus tard la signature d'accords commerciaux. Alors évidemment, dans le cas de la Grande-Bretagne, c'était particulièrement stratégique ces dernières années d'avoir tout ça, mais voilà, pour vous donner une idée du fait que le Commonwealth, ce n'est pas juste des sommets, c'est aussi toute cette dimension-là. Et le sport, je laisse. Donc, ce Commonwealth aussi non officiel a été s'est vu reconnaître officiellement un rôle dans la charte du Commonwealth qui a été signée en 2013, donc qui rassemble tous les principes du Commonwealth, qui reconnaît le rôle de la société civile dans le fonctionnement du Commonwealth. Donc, la promotion des principes par ce biais informel transnational est certes moins visible, certainement beaucoup moins efficace, mais que si des États prenaient par exemple les choses en main, mais elle a cette vertu de ne pas se traduire d'une ingérence directe ou une violation de souveraineté des États. Les organisations non gouvernementales sont porteuses de projets qui sont soutenus ou financés par d'autres acteurs, y compris d'autres États du Commonwealth, qui sont mis en relation par le biais du Commonwealth. Et elle a aussi cette vertu
c'est une manière de promouvoir les principes, de promouvoir aussi la cohésion de l'organisation par le biais des peuples, par le bas, finalement, et de faire vivre l'organisation par-delà les membres, par-delà les États membres. Et d'ailleurs, un État même suspendu, même un État qui même quitte le Commonwealth, ne le quitte jamais complètement. Les relations entre les associations, etc., continuent en sous-jacent. Donc le Commonwealth s'est recentré ces dernières années, non pas sur la promotion d'initiatives multilatérales, non pas en tant qu'acteur, mais sur le renforcement de sa capacité à être un réseau efficace pour la coopération et les échanges bilatéraux. Donc le Commonwealth est une organisation qui met en contact, qui organise les relations, qui promeut des projets, qui accrédite des ONG, qui vont dans le sens d'une plus grande synergie, non pas seulement entre les États eux-mêmes, mais également entre les sociétés, les acteurs privés et donc au niveau transnational. Donc il s'est vraiment adapté, on peut le dire, hein, au recul du multilatéralisme dans les relations internationales. Dernier point important, et je promets, je fais très vite. La cohérence du Commonwealth est renforcée par ces harmonisations et ces circulations au niveau infra-étatique. Mais l'absence de structure supranationale, autre que le secrétariat, fait qu'elle est également structurée par le haut, par le symbole que représente le chef du Commonwealth. Et parce que le chef du Commonwealth se situe à l'interface des multiples dimensions du Commonwealth, c'est le chef cérémoniel d'une organisation internationale, mais c'est également, et de manière plus informelle, le chef de ce qu'on appelle la famille du Commonwealth. Parce que le Commonwealth se définit officiellement comme une famille. Je vais terminer sur cet aspect qui renforce un peu plus la singularité de cette organisation, décidément pas comme les autres. Donc la notion de famille, on a pu l'entendre dans le discours de la jeune Élisabeth en 1947, quand elle jurait de dédier sa vie à, je cite, notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. Et cette notion de famille se retrouve dans la manière dont les instances du Commonwealth définissent l'association. Donc on l'a partout, hein, que ce soit la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, qui parle de la famille des nations du Commonwealth, les Maldives revient dans le Commonwealth, Maldives become 54th member of the Commonwealth family, pareil pour le Togo, etc. Évidemment, Charles III, en mars 2023, qui a parlé d'une occasion de célébrer notre famille du Commonwealth. Donc l'idée de cette famille fait le lien entre le Commonwealth des peuples et le Commonwealth des nations ou des États, et elle trouve sa filiation dans la manière dont Élisabeth II, qui a façonné le rôle de chef du Commonwealth, voyait le Commonwealth. À partir des années 70, alors que le Commonwealth commençait son existence d'organisation internationale multilatérale, la reine a vraiment commencé à donner un sens à sa position de chef du Commonwealth pour en faire une partie essentielle de ses fonctions, au moins à part égale avec celle de monarque britannique. Et d'ailleurs, au moment du jubilé d'argent en 1977, elle a fait référence à cette déclaration qu'elle avait faite en 1947, disant qu'elle ne regrettait aucun des mots, ne retirait aucun des mots qu'elle avait prononcés à ce moment, où elle parlait d'une grande famille, la grande famille impériale. Donc, il a fallu, pour faire vivre ce rôle de chef du Commonwealth et de rendre légitime aux yeux des États membres, mettre le gouvernement britannique à distance. Parce que le gouvernement britannique conseille la reine pour les affaires relevant du Royaume-Uni, mais pour tout ce qui relève du Commonwealth, le gouvernement britannique est externe, n'a pas plus de légitimité que le gouvernement de la Jamaïque ou du Canada. Donc la reine et maintenant le roi agissent en leur nom, en tant que chef du Commonwealth. Et d'ailleurs, on l'a vu, et cette légitimité, elle a été gagnée pendant toutes ces années 70-80, où la reine a été reconnue comme promouvant les intérêts du Commonwealth, parfois à l'encontre
du gouvernement britannique, comme ces fameux Jeux du Commonwealth de 1986 qui ont été boycottés finalement, mais qui menaçaient de boycotter à cause de la position du gouvernement Thatcher sur les sanctions en Afrique du Sud. Et finalement, Charles reprend le même, je vais trop vite, la même chose, puisqu'on a vu que Patricia Scotland, donc le secrétaire général du Commonwealth, était à sa gauche, pardon, juste à côté de lui, lors du concert du couronnement, alors même que le gouvernement britannique, en 2022, a essayé d'évincer la secrétaire générale pour des raisons qui but de pouvoir, hein, tout simplement. Mais on voit quand même là aussi les signaux qui sont envoyés de la part du chef du Commonwealth, en l'occurrence, contre le gouvernement britannique. On voit que Rishi Sunak, lui, il est derrière. Donc, la période des années 70-80 a été cruciale pour l'affirmation de ce rôle de chef du Commonwealth. Les sommets du Commonwealth jusqu'en 1971 s'étaient toujours tenus à Londres, donc la présence de la reine ne posait pas problème, n'était même pas un sujet. Mais à partir du moment où les sommets se sont organisés ailleurs, la question de sa présence s'est imposée. Et qui est responsable de la sécurité du monarque du Royaume-Uni? C'est le gouvernement britannique. En 1971, la reine n'a pas assisté au sommet parce que le gouvernement britannique ne l'a pas voulu. En revanche, en 1973, on sait maintenant, le gouvernement du Canada, avec le palais de Buckingham et le secrétariat général du Commonwealth, se sont arrangés pour que la reine soit invitée par le gouvernement du Canada au sommet d'Ottawa et donc puisse y aller sans que le gouvernement britannique ne soit consulté, et surtout contre l'avis du gouvernement britannique qui était de nouveau défavorable. Donc l'année du jubilé a été d'une certaine manière un tournant dans l'investissement de la reine dans sa fonction de chef du Commonwealth. Elle a insisté aussi en 1977 pour que le sommet des chefs d'État des chefs du gouvernement du Commonwealth se passe à Londres à l'occasion de son jubilé. Alors là aussi, c'était pour le coup un message un petit peu ambigu qui était renvoyé au monde. Hein. Voilà, c'était le jubilé du monarque britannique, c'était pas le jubilé de la reine chef du Commonwealth. Et finalement, depuis 1977, le Commonwealth, en tant qu'organisation internationale, bien que composée d'une majorité de républiques, est systématiquement associé à ce type d'événements royaux, donc les jubilés et le dernier en date étant le couronnement du roi Charles III. Depuis 1977 aussi, le Commonwealth Day est célébré dans l'ensemble du Commonwealth en mars, le deuxième mardi du mois de mars, et donne lieu à une semaine de festivités, de débats autour du Commonwealth. Donc, normalement, ça a lieu dans toutes les capitales du Commonwealth. Évidemment, c'est là où le chef du Commonwealth est, donc à Westminster, l'abbaye de Westminster, qui est le centre de tout cela. Et depuis le sommet d'Édimbourg de 1997, c'est le monarque qui ouvre les sommets du Commonwealth en tant que chef du Commonwealth. Là, je vous ai mis une petite photo de la parade des bateaux du Commonwealth sur la Tamise au moment du jubilé de diamant. Il y a également une masse du Commonwealth, puisque en 1991, les chefs de gouvernement ont accepté la proposition de créer cette masse et de l'offrir au chef du Commonwealth pour célébrer ses 40 années de règne en 92. Elle symbolise la présence royale lors des sommets et aussi aux cérémonies du Commonwealth Day à Londres. Et enfin, dernière initiative en date, la signature de la charte, une charte pour le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est une organisation qui n'avait pas de charte. On aurait pu appeler ça une convention, on aurait pu appeler ça un statut, des statuts. Non, on aurait appelé ça une charte. C'est beaucoup plus royal. Et signé en grand compte par la reine elle-même. Donc, on peut dire que le Commonwealth, d'une certaine manière, c'est un petit peu monarchisé des années, palliant ainsi l'absence d'organes formels supranationaux par l'établissement de coutumes, de traditions institutionnelles ou de rites. D'une certaine manière, voilà, il est devenu
un petit peu dépendant de cette stabilité qu'apporte le chef du Commonwealth. Il faut savoir que le chef du Commonwealth n'est pas une fonction héréditaire, que Charles a été nommé chef du Commonwealth, enfin, successeur de sa mère en 2018, suite à un lobbying important, mais je viens de vous montrer que le lobbying, la dernière heure, finalement, a été déjà bien entamé avant. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il sera possible pour le Commonwealth d'avoir quelqu'un d'autre comme chef du Commonwealth? La question est ouverte et l'incapacité de trouver quelqu'un d'autre que Charles en 2018 montre que voilà, dans une organisation de 56 États, tous tellement hétérogènes, aussi différents les uns des autres, c'est quelque chose qui relève d'une gageure. Bon, je passe sur toutes les initiatives qui m'apportent le nom de la reine, etc. Et je vais terminer, parce que sinon c'est trop long et il n'y a pas assez de place pour les questions, sur la question des royaumes et la survivance des royaumes qui posent un problème actuellement au sein du Commonwealth, qui pose un problème, vous l'aurez vu, au roi en tant que chef du Commonwealth, qui pose un problème au Commonwealth lui-même, du fait de la manière dont les revendications pour devenir une république sont formulées. Alors, le monarque a toujours dit que cela relevait de l'initiative de chacun de ces États. Et effectivement, tous les États qui n'ont pas besoin de référendum ont réussi à devenir des républiques. Actuellement, la Jamaïque souhaite devenir une république. Elle doit faire passer un référendum pour ça. Et elle doit donc emmener sa population avec elle sur un sujet qui n'intéresse pas beaucoup le Jamaïcain de la rue. Et donc, dans la foulée du mouvement de Black Lives Matter, etc., on a eu une tendance dans les Caraïbes à exprimer le souhait de devenir une république sur des lignes de réparation et d'association de la monarchie de renvoi de la monarchie, son image d'ancienne institution coloniale. Et ça, c'est un problème pour la monarchie actuelle, c'est un problème aussi pour le monarque en tant que chef du Commonwealth. Le Commonwealth est une organisation post-coloniale qui n'a absolument pas envie qu'on la ramène à ces problèmes. Donc le roi Charles, enfin, à l'époque, il n'était pas roi puisqu'il était, j'ai oublié de mettre la référence, c'était au sommet du Rwanda 2022, il était prince, il représentait sa mère à l'ouverture du sommet du Commonwealth de Kigali. Il a proposé que ce soit un sujet, la question du passé douloureux, de l'esclavage, soit un sujet sur lequel le Commonwealth pourrait engager un dialogue afin de désamorcer le caractère très explosif finalement de ce sujet pour la légitimité du monarque, y compris en tant que chef du Commonwealth. Donc les États deviennent des républiques au sein du Commonwealth. La Barbade, quand elle est devenue une république en 2011, a été très claire là-dessus. En 2021, pardon, a été très claire là-dessus que être une république, ça ne voulait pas dire quitter le Commonwealth, ça voulait dire rester dans le Commonwealth. Mais quelle peut être la durabilité d'avoir un chef du Commonwealth qui est également un monarque qu'on accuse d'être un reliquat du colonialisme dans les royaumes. C'est la question qui peut se poser. Bon, je conclus. Le Commonwealth doit être pensé comme un réseau international et transnational. Il n'y a pas un Commonwealth, il y a des Commonwealths. Il y a 3 organisations internationales séparées, une dont je n'ai pas parlé, le Commonwealth of Learning, qui propose un système d'enseignement à distance toujours sur la vocation professionnelle d'ailleurs, ouvert aux États du Commonwealth, qui essaie de proposer une éducation abordable pour leurs ressortissants. Il est peu structuré, mais il a montré des capacités d'adaptation aux changements, aux évolutions du système international. Il a souvent su s'y adapter, et s'y adapter assez vite, finalement, puisqu'on voit actuellement que, alors que le multilatéralisme est en recul, et en recul, c'est récent, hein, le Commonwealth a déjà des stratégies pour pallier cette situation. Il a également su tirer parti donc, des ressources que lui imposait son passé, notamment tout le réseau d'organisations
d'associations, etc. Cependant, sa maigre structure formelle, sa dépendance à l'égard de certains États, son manque de moyens sont aussi une source de faiblesse qui entraîne un manque de visibilité et de lisibilité de son action. Et la position de la monarchie doit également être clarifiée. Donc on voit dans les limites dans lesquelles le Commonwealth peut agir, des limites qui sont héritées de l'histoire, qui contraignent sa capacité d'action, voire sa crédibilité, mais en même temps des limites qui lui permettent d'être toujours là et de rassembler, faire coopérer des États très divers qui n'ont pas beaucoup de choses en commun, il faut bien le dire. Donc de créer des synergies par-delà cette hétérogénéité. Donc le Commonwealth doit réellement être évalué non pas à l'aune de ce qu'il fait, mais à l'aune de ce qu'il permet. Et c'est ce qui, aujourd'hui, en fait l'attractivité pour des pays tels que le Togo ou le Ghana. Je vous remercie.